Ciao ragazzi, bienvenue à Buonasera Calcio, l'émission qui donne son avis sur l'actualité du football européen 2 fois par semaine. Chaque lundi et chaque jeudi à 20h30, je passe 30 minutes avec vous en direct sur Twitch, mais aussi en podcast à écouter sur toutes les plateformes de streaming. Bonne émission. Bonsoir à tous, bienvenue dans Buonasera Calcio. Ce soir, en ce soir de Noël, merci d'être là, ça fait plaisir. Je vous souhaite un joyeux Noël, et puis ceux qui ne fêtent pas Noël, je vous souhaite d'excellentes fêtes de fin d'année néanmoins. Donc voilà. Quoi de mieux que de terminer la journée de Noël après tous ces excès là, que en parlant football, en débriefant un petit peu l'actualité du football qui a eu lieu récemment. En plus, c'est une actualité brûlante, donc effectivement, c'est vraiment intéressant. Bonsoir au Cotonujo, bonsoir, on veut la vraie Ligue des Champions. Merci d'être là en ce soir de Noël. Buon Natale, comme dit Octonujo, et puis on veut la vraie Ligue des Champions qui nous dit sinon sympa la fin du match du Milan AC, je suis tombé dessus par hasard, j'ai bien aimé, du fair play, de l'amour entre joueurs, etc. Oui, effectivement, c'était génial. Moi j'ai adoré, c'était fantastique, extatique. Voilà. Bon, justement d'ailleurs c'est un des points du soir. Alors, bien entendu, ce soir, on va traiter de 3 sujets. Alors, vous le savez, dans Buonasera Calcio, rien n'est interdit, ce qui fait qu'on peut tout à fait faire des digressions. Si vous voulez aborder un autre sujet, n'hésitez surtout pas. Bien sûr, c'est avec plaisir qu'on en discutera ensemble. Mais les 3 sujets que j'ai sélectionnés pour ce soir, c'est bien sûr la Super League. On va revenir un petit peu sur ce format qui est voilà, qui me plaît, c'est ça mon avis tranché du soir, la Super League me plaît. Donc voilà, ça ce sera le premier sujet. Manchester United qui intègre, plus exactement les Glazers qui intègrent Ineos à leur portefeuille, pas leur portefeuille, mais comme investisseur vraiment privilégié de Manchester United et même limite comme gérant de Manchester United. Donc on va regarder un petit peu les détails de ce qu'ils voudraient faire et ce que ça peut impliquer pour le club. Et enfin, justement, le troisième point, c'est Milan ne va pas bien. Donc voilà, il y a eu plein de rumeurs sur est-ce que Pioli va rester après ce match nul famélique contre la Salernitana. Effectivement, Pioli est passé à ça de se faire licencier. Et donc, c'est quoi la suite ? Pourquoi est-ce qu'ils ont gardé Pioli ? Qu'est-ce qui va pas au Milan en particulier ? Bref, j'ai plein de choses à partager avec vous, mais certainement que vous aussi, vous en avez plein. Donc voilà. Et puis, bien sûr, à travers tout ça, à travers la Super League, à travers Manchester United et Ineos, à travers Milan, bien sûr, on abordera la Première Ligue qui est on fire en ce moment. La Serie A aussi qui nous fait aussi le plaisir de faire des journées pendant ces fêtes de fin d'année. Et puis, bien sûr, la Super League, on reviendra un petit peu peut-être sur la Champions League, justement, et la réaction de l'UEFA. Donc voilà. Je lis le grand commentaire de On veut la vraie Ligue des Champions. La Super League, j'ai une question que personne n'a encore réussi à répondre. Imaginons Bologne, Brest, Gérone ou Stuttgart sont sur le podium avec l'UEFA, Ligue des Champions, mais avec la Super League, ils seraient en Blue League ou pourraient prétendre à la Star League. Je peux te répondre tout à fait. En fait, si tu veux, il y a trois divisions, la Star League, la Gold League et la Blue League. Chaque année, il y a 20 équipes qui descendent de la Blue League, d'accord ? Les 20 dernières équipes descendent de la Blue League, donc sortent de la Blue League, et il y a 20 nouvelles équipes qui vont rentrer, qui, justement, donc, ont obtenu leur ticket via leur performance dans leur championnat. Donc, en l'occurrence, si Brest est deuxième du championnat, Bologne est deuxième, Gijón est carrément champion, Stuttgart, le VfB Stuttgart est deuxième, et ces équipes-là, alors ça dépend, ce sera bien sûr au classement, je ne sais pas si ce sera UEFA, mais oui, on peut considérer au classement UEFA de chaque championnat, un petit peu comme maintenant, ce sera combien est-ce que la France aura d'équipes qui pourront monter en Blue League ? Ce sera 2. Donc si Paris Saint-Germain, Marseille et Lyon sont déjà dans la Super League, peu importe la division dans laquelle ils sont et ils descendent pas. Si Brest arrive 4e, derrière on va dire Paris Saint-Germain, Lyon et Marseille,
on va dire que le 4e et le 5e en France seront qualifiés pour rentrer dans la Blue League. D'accord ? Tout simplement. Parce que les 3 premières équipes seront déjà dans la Super League. Après, si Marseille, Lyon et Paris sont pas 1, 2, 3, mais sont 7, 8, 9, ce sera le 1 et 2 du championnat de France qui montera en Blue League. D'accord ? Donc, à la place de deux des 20 équipes qui sont descendues. Pareil, en Italie, il va y avoir, on va dire 3 qualifiés, en Allemagne 3 qualifiés, en Espagne 3 qualifiés, en Angleterre 3 qualifiés, en France 2, au Portugal 1+1, bref. Et tout ça, ça fera 20 équipes chaque année qui vont pouvoir monter en Blue League. Alors, je ne sais pas si ce sera 1, 3, 4, bref, je ne sais pas exactement. Pour l'instant, ils ne sont pas rentrés dans le détail. Mais effectivement, tu peux rentrer, mais uniquement en Blue League. Et ensuite, effectivement, si tu fais des bonnes performances en Blue League et que tu n'es pas dans les 20 derniers, tu resteras dans la Blue League, voire même tu pourras monter en Gold League. Et si tu fais des bonnes performances l'année suivante en Gold League, tu pourras potentiellement monter en Star League, etc. Donc après, je ne sais pas combien est-ce qu'il y a de relégation entre les groupes. Je ne sais pas, c'est 3, 2, bref, parce qu'en fait, finalement, il y a 16 équipes en Star League, et après, c'est plus gros parce que c'est 64, donc il y a beaucoup plus d'équipes en Gold League et en Blue League. Donc voilà. Donc, on veut la vraie Ligue des Champions, donc je suis contre la Super League, mais contre la nouvelle Ligue des Champions aussi. Oui, c'est ça. Le truc aussi, c'est que moi aussi, il y a des trucs qui me déplaisent dans la Super League. Je suis pas en train de te dire que c'est quelque chose de parfait, loin de là. C'est pas ça. En revanche, vraiment, je suis contre la nouvelle Ligue des Champions, et surtout, je suis contre le monopole, on va dire. Le gros problème que rencontre la FIFA et l'UEFA, c'est cette position de monopole où ils peuvent absolument tout faire plier les clubs, les sanctionner, être juge, partie, arbitre, bref, un petit peu tout dans le football européen. Ce qui fait qu'en fait, ils font strictement ce qu'ils veulent, ils répartissent l'argent comme ils le souhaitent, etc. etc. Donc c'est très compliqué. Et moi, ça, ce que je reconnais en tous les cas à la Super League, c'est qu'elle arrive en redynamisant le domaine. C'est un petit peu comme, je sais pas, dans la téléphonie, quand il y avait que France Télécom à l'époque, c'était très cher le téléphone, et puis quand Bouygues, Free, SFR, etc. sont arrivés, surtout Free en l'occurrence, tout a explosé et les prix du téléphone portable comme du téléphone fixe, a chuté. Et c'est exactement la même chose. Quand la Super League arrive et dit nous, on garantit que notre compétition sera gratuite à regarder, qu'il y aura 400 millions de gains qui seront distribués entre les équipes, que en gros, il y a 80% pour les équipes, il y a 13 ou 14% pour les organisateurs, donc à 22, et le reste, les 6%, c'est pour l'organisation des compétitions. En fait, moi, c'est ça que je veux entendre, d'accord ? Avec l'UEFA, on ne sait jamais combien est-ce qui est redistribué aux clubs. Les clubs touchent, allez, on va dire 80-90 millions d'euros, et tu sais pas vraiment pourquoi, mais 80-90 millions d'euros, la plupart, les très gros clubs, c'est même pas un transfert. Et ça, c'est une année en Ligue des Champions qui leur revient. Donc, je veux dire, bien sûr, les transferts sont étalés sur la durée du contrat, donc c'est pas 90 millions qui payent tout de suite, mais ce que je veux dire, c'est que en gros, les revenus, donc en plus du marketing, etc., du ticketing, etc., en fait, c'est vrai que les revenus sont pas en corollaire avec les investissements des clubs. Et là, avec la Super League, on a l'impression que c'est un petit peu mieux. Et même pour nous, utilisateurs, si la Super League dit, nous, notre compétition sera gratuite, l'UEFA va commencer à devoir un petit peu revoir son business plan. Et ça c'est cool, en fait. Moi, je sais pas si à la fin, la Super League va gagner ou si l'UEFA va gagner. Moi, il y a une seule chose que je vois dans la situation, c'est que déjà d'une, si on n'essaye pas, on ne saura pas. Est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien ? Parce qu'en fait, on ne se rend pas bien compte. Et enfin, de deux, le truc, c'est que certainement, les vainqueurs, ce sera nous, en fait. Ce sera nous en tant que consommateurs du football. Pourquoi ? Parce que peut-être les matchs seront plus intéressants, peut-être que l'UEFA va être obligée de se remettre en question sur le format de sa compétition, sur combien est-ce qu'elle fait payer, qu'est-ce qu'elle redistribue aux clubs, etc., etc. Parce que là, pour l'instant, il y a plein de clubs qui disent non. C'est vrai. Il y a plein de clubs qui disent non, ah non, moi je suis pas intéressé par la Super League, etc. La plupart des clubs, si vous regardez, la plupart des clubs qui disent non ont des problèmes avec l'UEFA en termes de fair play financier.
Donc en gros, ils sont un petit peu obligés pour l'instant par l'UEFA, dans un espèce d'accord que par exemple Manchester City et le Paris Saint-Germain a pu avoir avec l'UEFA. Lors de la première Super League, Paris et Manchester City sont les deux plus gros, on va dire, sponsors de l'UEFA pour lutter contre la Super League. Et depuis, ils n'ont plus aucun problème avec le fair play financier. Et là, c'est un peu la même chose. Les Lille, les clubs, en fait, les Inter, etc., qui se déclarent contre la Super League sont que des clubs qui ont des problèmes financiers. On dirait que, en fait, l'UEFA fait peser de tout son poids un arrangement, on va dire, dans les sanctions. Et encore une fois, c'est une méthode mafieuse. Ça ne change pas, en fait, si vous voulez. C'est à ça qu'on le reconnaît. Donc pour l'instant, moi, les déclarations on va dire, de volonté des clubs de soutenir ou de pas soutenir la Super League, je les prends avec beaucoup de recul parce que j'attends de voir le jour où la Super League, pas cette année, mais l'année suivante, va dire voilà, bonjour Inter de Milan, si tu participes à la Super League, je te garantis, je sais pas, on va dire 100 millions d'euros et tu seras en plus en gratuit à la télé, ce qui fait que tu vas toucher un public énormissime pour pouvoir vendre des maillots, etc., tout ton marketing. En fait, il y a un moment donné où les clubs vont se dire ah bah ouais, mais en fait, on a tout à gagner avec la Super League. En tous les cas, dans un premier temps. Peut-être que dans 5 ans, la Super League, l'UEFA se sera tellement réformée que la Super League sera plus pertinente et tout le monde retournera dans le giron de l'UEFA. En tous les cas, ça brise le monopole et ça, c'est bien. Donc voilà. Okotonojo qui dit si c'est gratuit, je signe. Bon, voilà, moi aussi. On veut la vraie Ligue des Champions. Moi, l'UEFA me fait bien rire. Ça crie sur la Super League, mais se mettre d'accord avec la FIFA pour inclure 12 clubs européens pour le nouveau championnat du monde des clubs, là, ça passe crème, bien sûr. Le fair play financier, il existe encore. Et oui, il existe pour ceux qui refusent d'être un peu dans le giron de l'UEFA. Et si le PSG est contre la Super League, c'est parce que beIN Sport a les droits de la Ligue des Champions, donc dans de très nombreux pays. Oui, tu as tout à fait raison. Il y a ça, et puis il y a aussi le fait que, pour l'instant, Manchester City et le PSG ont un avantage hégémonique ultime sur tout le monde. C'est-à-dire qu'ils ont plus d'argent que tout le monde, vu que en gros leur investisseur est sans fonds. Newcastle aussi, un petit peu dans ce cas-là. Des clubs comme Manchester United aussi a des vrais trucs. Si tu vas en Super League, là, c'est plus la même chose. Parce qu'en fait, quasi tout le monde aura les mêmes revenus. Vu que tu as 14 matchs qui sont garantis avec des revenus garantis pendant les 3 premières saisons. Donc ça veut dire que tout le monde aura les mêmes ressources, en plus bien sûr de ton marketing, de ton ticketing, etc. Donc ça c'est un peu individuel, mais tu auras des ressources qui seront énormes. Beaucoup de clubs auront des ressources énormes et pourront enfin lutter contre des clubs de première ligue ou contre des superpuissances qui sont détenues par des pays. Et ce que l'UEFA n'offre pas en fait. C'est pas possible en fait de lutter contre la première ligue et ses droits télé astronomiques ou contre des États propriétaires de clubs. Style Newcastle, Manchester City et le Paris Saint-Germain. Donc voilà, donc c'est un petit peu ça aussi que la Super League offre. C'est une vraie alternative pour pouvoir lutter contre ces clubs qui ont une ressource complètement folle. Donc voilà. Qu'est-ce qu'on a et donc beIN Sport, Qatar PSG, Nasser PSG, toujours l'argent qui domine. Oui, bien sûr, c'est clair. C'est pour ça que de toute façon c'est une vaste histoire d'argent. Cette histoire entre l'UEFA et la Super League. Pour ça, que les clubs de Première Ligue sont contre, ils veulent rester les rois du monde et je les comprends. Bien entendu, c'est clair. Encore une fois, si tu intègres la Super League, déjà d'une, c'est une ligue privée. Donc s'ils ont envie d'être régulateurs, et d'après ce qu'a dit Anas, qui est je crois que c'est un actionnaire de A22, ils veulent faire ça, ils veulent être régulateurs. Ça veut donc dire qu'ils peuvent très bien mettre un salary cap pour les clubs qui participent à la Super League. Alors je pense pas qu'ils le font dans un premier temps parce que déjà le but du jeu c'est de les attirer, les clubs. Donc s'ils commencent à dire non mais toi tu peux pas dépenser plus que mais à terme c'est ça qui va se passer, un petit peu comme ça s'est passé avec la NBA. Au début tout était possible, c'était le plus riche qui achetait les meilleurs joueurs et puis petit à petit il y a eu des salary cap avec des luxury tax si tu dépasses les salary cap. Donc voilà, alors, la NBA a eu la décence de ne pas interdire aux gens d'investir dans leur franchise pour développer la NBA, mais plutôt de surtaxer tout ce qu'ils dépensent.
Donc en gros, ils gagnent de l'argent, mais ils t'empêchent pas d'investir. Tu vois, donc en gros, c'est bénéf. J'espère que, par exemple, la Super League fera de ce genre de choses avec les salary cap. Par contre, la com d'A22, masterclass, mettre de petites vidéos dans toutes les langues pour expliquer pour les mecs comme moi, j'ai beaucoup apprécié. Mais ouais, je suis tout à fait d'accord. Mais en gros, maintenant, la Super League n'est plus une ligue fermée. En revanche, c'est une ligue, effectivement, qui a une ouverture par le bas et pas une ouverture par le haut. D'accord ? Lens, par exemple, typiquement, ne se serait pas retrouvé en Star League cette année, contrairement à cette année avec la coupe de la Champions League, en ayant terminé deuxième du championnat. Pourquoi ? Alors, moi, personnellement, j'ai vu énormément de clubs dans ma carrière, pas ma carrière, mais dans ma vie d'observateur du foot. J'ai vu énormément de clubs faire des très, très grosses performances en championnat. Hein. Je repense à, je sais pas, je pourrais penser, si je prends ne serait-ce que la France, je peux prendre Auxerre, je peux prendre, je sais pas, Montpellier, par exemple, en 2012. Des clubs un petit peu comme ça. Lille, mais Lille avant qu'ils soient champions, etc. Lille, quand ils étaient pas mal avec Claude Puel, je sais pas si vous vous souvenez. Et Vaïd Halilhodžić, donc là on parlait des années 2000, tous ces clubs-là qui tout d'un coup se retrouvent parachutés en Ligue des Champions, mais n'ont pas la taille pour être en Ligue des Champions, d'accord ? C'est-à-dire ils n'ont pas ni les effectifs, ni les moyens, ni même l'expérience pour pouvoir encaisser la Ligue des Champions en plus du championnat. En fait, très souvent, ça donne des saisons où les clubs descendent directement la même saison, en fait. En gros, ils terminent deuxième du championnat ou même champion. L'année suivante, c'est une année galère. Pourquoi ? Parce que les joueurs sont focus sur la Ligue des Champions. Ils se prennent pipe sur pipe en Ligue des Champions. Alors Lens, c'est un petit peu particulier parce que je suis d'accord, Lens, c'est peut-être l'exemple qui cache un peu la forêt, enfin en tous les cas l'exemple qui confirme la règle, pardon, je vais y arriver, l'exception qui confirme la règle, ça y est, je reparle français, désolé, hein, le 24 décembre c'était juste hier, hein, c'est difficile aujourd'hui, donc en fait c'est vrai que en gros, c'est très compliqué pour ces clubs-là, ces tout petits clubs-là, de tout d'un coup intégrer la Ligue des Champions. Je me souviens encore de l'entraîneur de l'AJ Auxerre qui prenait des photos avec Mourinho avant le match contre le Real. C'était en 2009, je crois, ou 2010. Tu te dis, mais en fait, tu prends des photos. Ça veut dire que tu es un touriste, en fait. Tu arrives en Ligue des Champions pour faire du tourisme. Et ils avaient pris des pipes contre tout le monde, hein, parce qu'en plus, Auxerre était tombé dans le groupe du Milan, dans le groupe du Real, et puis le troisième, je crois que c'était l'Ajax ou un truc comme ça. Enfin bref, ils se sont fait déboîter, et cette année-là, ils descendent, je crois. Hein. Donc, par exemple, Montpellier est vraiment pas loin dans la saison 2012-2013 de descendre aussi en deuxième division. Il y a énormément de clubs qui ne supportent pas ça. Et c'est vrai que les intégrer par le bas, moi je pense que c'est une bonne solution parce qu'ils vont toucher de nouveaux moyens financiers, d'accord, en rentrant dans la Blue League, bien entendu, mais en même temps ils vont pas commencer à rencontrer les cadors d'Europe, quoi. Ils vont pas commencer à rencontrer Manchester City, etc. D'ailleurs, la FIFA et l'UEFA plus exactement, a fait exactement la même chose avec la Ligue des Nations. Je ne sais pas si vous avez réfléchi, mais la Ligue des Nations, c'est exactement la même chose. En gros, alors ça remplace des matchs amicaux, d'accord, mais le système de la Ligue des Nations, c'est des groupes qui sont par niveau, d'accord. La France, par exemple, va être dans la Ligue A, et dans la Ligue A, il va y avoir 4 équipes qui sont super fortes. La Ligue B, il va y avoir 4 équipes qui sont un peu moins fortes, Ligue C, Ligue D, Ligue E, etc., etc. Et en gros, ça veut dire que les équipes européennes se rencontrent par niveau pour pouvoir progresser. Parce que à quoi ça sert de faire rencontrer, je sais pas, on va dire Andorre avec l'équipe de France ou avec l'équipe d'Angleterre? Ils vont prendre 24-0 et ça va faire avancer le schmilblick à quel niveau en fait? C'est quoi le but du jeu? Est-ce que tu penses qu'Andorre, à la fin, ils vont se dire « Ah bah, on a beaucoup appris dans ce match-là où on a pris 10-0 contre l'Angleterre ». On sait maintenant que si on les re-rencontre, on prendra que 9. Non, je pense pas. Je pense que la prochaine fois qu'ils les rencontrent, ils reprennent 10. En revanche, si Andorre joue contre une sélection où ils arrivent à mettre des choses en place, articuler des actions, peut-être mettre des buts, faire un match nul ou une défaite un peu courte, là, ils peuvent apprendre des choses. D'accord ? En revanche, jouer contre une équipe, une des meilleures équipes du monde, à quoi ça sert ? C'est exactement la même chose. Si Auxerre, pas Auxerre, quoi que je leur souhaite de monter,
En tant que moitié bourguignon, je leur souhaite de monter. Mais on va dire que Auxerre, si ils vont en Ligue des Champions l'année prochaine, enfin bon là ça sera pas possible, mais l'année d'après, s'ils rencontrent des clubs qui sont à peu près à leur niveau, d'accord, bon on va dire c'est à peu près le niveau Blue League, ça doit être le niveau Conference League, on va dire. Et là ils vont peut-être vivre une vraie expérience européenne, une vraie expérience internationale qui va leur donner des choses et peut-être même remporter des primes de victoire, alors que en Star League c'était impossible, ils feraient 0 victoire, c'est sûr et certain. Donc voilà. Alors, je vais retourner dans les commentaires parce qu'il y en a pas mal. Regarde Toulouse, barrage en Ligue Europa, mais très mal en points en championnat. Mais oui, absolument, je suis tout à fait d'accord avec toi. On l'a vu avec Gibraltar, à part se ridiculiser contre la France, c'est vrai que ça leur a rien apporté d'autre. Mais oui, Gibraltar, ils sont pas meilleurs maintenant qu'ils ont pris 10-0 contre la France. Hein. C'est pas, ça change rien. Hein. Donc c'est pour ça que moi je suis pas contre l'intégration de ce genre d'équipe par le bas de la Super League. Et si elles ont le niveau, hein, si elles résistent bien à la Blue League, elles y restent une deuxième année et donc elles ont des revenus qui sont meilleurs. Et etc. Et donc, ils arrivent à grandir, en fait. Donc, c'est plutôt pas mal, moi, je trouve. Et puis, effectivement, des grands clubs qui font de la merde. Par exemple, Manchester United, imaginons, ils intègrent je dis n'importe quoi, parce que je pense pas que ce soit le cas, mais imaginons que Manchester United, la Super League, les invite à participer à la Star League. Parce que c'est Manchester United, parce qu'ils n'ont pas assez d'équipes super grosses, etc. Bon. Manchester United, s'ils continuent à faire de la merde, parce que ça va être le sujet suivant, donc ce sera une très bonne transition. S'ils continuent à faire de la merde au niveau organisation, recrutement, etc., en fait, ils vont très très vite sortir de la Star League. En Gold League, ça va être aussi difficile, hein, parce que c'est Manchester United. Et très vite, ils vont se retrouver en Blue League. Et là, c'est pas sûr qu'ils réussissent à gagner, parce que les mecs, ils n'ont pas envie de jouer contre Auxerre. Et puis en même temps, ils peuvent tout à fait sortir de la Blue League. Alors oui, ça va se faire en 2 ans. Ça, c'est vrai. Mais ça va aussi pouvoir sécuriser les investissements de grosses équipes comme Manchester United, le Real, Milan, je sais pas, enfin, toutes ces grosses équipes à travers le monde qui investissent énormément dans des joueurs avec des énormes salaires et qui vont pouvoir se dire, au moins je suis sûr que même si ça se passe très très mal, j'ai 3 saisons d'affilée de Super League avec des revenus qui sont quasi garantis. Et donc, ça permet de pouvoir investir à moyen terme, d'accord, sans se mettre dans le rouge et se retrouver dans des situations du type le FC Séville en ce moment, je sais pas, le Barça par exemple en ce moment, des situations économiques qui sont dramatiques. Et on est tous d'accord, même si vous savez que je porte pas le Barça dans mon cœur, mais vous savez aussi que une Ligue des Champions sans le Barça, qui se fait battre, d'accord, je m'en fous en fait, mais une Ligue des Champions sans le Barça, en fait, c'est pas une Ligue des Champions. Ou une Super League sans le Barça, c'est pas une Super League. Et donc, je veux que le Barça ait une stabilité financière pour pouvoir lutter avec les autres et pouvoir les rencontrer, que Milan puisse rencontrer le Barça et que Milan puisse les battre. Il n'y a rien de plus satisfaisant que ça. Moi, le but du jeu, c'est pas que le Barça il dépose le bilan. Moi, j'ai envie d'avoir le Barça en Super League. Je veux juste que Milan déglingue le Barça. Voilà l'histoire, c'est tout. mais je veux que le Barça soit là. Donc voilà. Donc c'est un peu ça en fait. C'est pour ça que moi cette Super League, elle ne m'embête pas. Alors certainement que à l'usage, une fois qu'elle sera lancée, si jamais elle voit le jour, à l'usage, effectivement, je pense qu'il faudra la réformer, un peu comme la Ligue des Champions. Elle a été réformée plusieurs fois. Hein, et là, c'est la dernière mouture a l'air alambiquée, pour le moins. Mais voilà. Donc je pense que, en tous les cas, elle vient casser un monopole. Ça, c'est très très bien. Le système de rentrée par la Blue League me choque pas outre mesure. Et voilà, après, il faudra voir un petit peu et le fait que ce soit gratuit pour nous, les supporters, je trouve que c'est top. Donc voilà, je trouve que c'est top et intelligent. C'est-à-dire, très clairement, quand tu as 3 millions d'abonnés Canal, je dis n'importe quoi, mais tu as 3 millions d'abonnés ou 3 millions et demi d'abonnés, je crois, Canal, un truc dans le genre en France, ou peut-être 6, enfin, peu importe. Que donc, potentiellement, quand tu joues à un match de Ligue des Champions et que tu t'appelles le Paris Saint-Germain, tu vas toucher 6 millions de personnes. Et ça, c'est si 100% des abonnés Canal regardent. Probablement, ce ne sera pas le cas, donc tu vas probablement toucher 4 millions, parce que la plupart des gens qui prennent un abonnement Canal, c'est aussi parce qu'ils aiment le foot. Donc, tu vas toucher 4 millions de personnes. Donc, oui, effectivement, ces 4 millions de personnes, elles payent un certain montant à Canal, et Canal gagne de l'argent, bien entendu. Mais si Canal diffuse le même match du Paris Saint-Germain contre le Bayern Munich, en clair, imagine le prix
du spot publicitaire à la seconde, sachant que tu peux toucher là 70 millions de personnes. Alors bon, sur ces 70 millions, il n'y a pas tout le monde qui aime le foot, mais en tous les cas, 30 millions. 30 millions de personnes. Le même spot publicitaire, tu crois qu'il prend... il est minimum multiplié par 10, en fait, le prix du spot publicitaire. Et toi, c'est la même chose en tant que Paris Saint-Germain. En tant que Paris Saint-Germain, au lieu de toucher 4 millions de personnes, dans leur foyer, leur faire vivre des émotions, parce que peut-être tu tapes le Bayern dans des situations rocambolesques, comme, je sais pas, je prends, moi, un match qui m'a touché du Paris Saint-Germain, c'était le Paris Saint-Germain-Real Madrid de 1993. La qualification au parc à la 97e minute. Bon, ce match-là, qui m'a touché, moi, personnellement, si tu le fais vivre à 40 millions de personnes, potentiellement, tu vas vendre beaucoup plus de maillots que si tu es diffusé, encrypté sur la chaîne de Canal+. Et Canal va gagner plus d'argent aussi. Donc, je comprends même pas, en fait, pourquoi des matchs de foot de cette ampleur ne sont pas diffusés en clair par défaut, en fait. Même si c'est une chaîne cryptée. Fais-le, en fait. Il y a pas de raison, quoi. Mais bref. Donc, voilà. Alors, la Super League, on l'a compris, c'est voir de gros matchs, mais à force, voir un 8e Arsenal versus Liverpool, tu n'as pas peur que ça fasse comme en F1 où Max gagne tout, on va se lasser de voir de belles affiches. Ah, je crois pas. Chaque année, déjà... ça tourne, hein, forcément. Les 16 meilleures équipes d'Europe, il va y avoir des montées et des descentes. Donc ça, déjà, c'est un petit peu comme en ce moment, hein, parce que les huitièmes de finale, chaque année, t'attends le tirage. T'es super content de voir le tirage au sort. Et tu as hâte de voir des gros chocs. Tu vois, je sais pas, le Inter Atlético, tu vois, ça fait longtemps qu'il n'y a pas eu. Moi, il m'intrigue parce que je me dis que l'Inter est plus fort, mais en même temps, l'Atlético est une équipe redoutable. Donc, je sais pas, en fait, tu vois. Et ça, en fait, tu vas le voir chaque année. En fait, chaque année, tu vas avoir effectivement de très, très gros matchs, mais dès le début de la compétition. Et ça, c'est vraiment top. Et après, effectivement, les très, très, très grosses équipes vont se rencontrer en huitième de finale. Donc, je pense que, non, franchement, moi, je suis plutôt super excité de voir des très gros chocs dès le début de la saison. Regarde là, le groupe en or, on va dire Dortmund, Newcastle, Paris et Milan. Tout le monde était content de voir des très gros chocs dès le premier tour, honnêtement. Enfin, je veux dire, moi, ça m'a pas choqué. Et je suis très content de voir la huitième de finale pourtant. Donc voilà, limite, je suis déçu que Paris prenne juste la Real Sociedad, alors que Paris a déjà eu 3 gros chocs dans ses éliminatoires. Donc non, moi, ça m'embête pas. Mais bon. Voir de petits clubs comme l'Ajax arriver et à éliminer la Juve, le Real, et être en finale à 6 secondes près, c'est beau aussi. Avec la Super League, c'est fini ça. Pas forcément. Si l'Ajax, justement, tiens, tu parles du championnat hollandais. Si Ajax, PSV, Feyenoord intègre la Super League, je dis ça, mais j'aurais pu en citer d'autres, mais on va dire les 3 plus gros. Ajax, PSV, Feyenoord intègrent la Super League. Mais en fait, là pour l'instant, pour nous, c'est des petits. Mais s'ils ont les revenus de la Super League chaque année, qui sont garantis, imagine une équipe comme l'Ajax, avec son savoir-faire en termes de jeu, de formation, enfin de post-formation, parce que l'Ajax ne forme pas grand monde, c'est plutôt le PSV et le Feyenoord qui forment, et l'Ajax récupère et fait de la post-formation. Hein. Bref, c'est important de le savoir, parce que la plupart des joueurs ne sont pas formés à l'Ajax, ils sont post-formés à l'Ajax. Bref, imaginons qu'avec leur savoir-faire, en plus de ça, tu leur donnes des moyens financiers qu'ils n'auront jamais, hein, parce que les droits télé du championnat hollandais, autant te dire que c'est 23 € et 4 cacahuètes. Hein. Et pourtant, ils arrivent à faire des choses extraordinaires. Mais en fait, l'Ajax sera plus un petit. L'Ajax sera un très gros quand tu le croiseras. Parce que l'Ajax pourra en plus s'aligner sur le marché des transferts. Et donc, moi, le fait que, effectivement, donner la possibilité à des Hollandais, supporters des 3 plus gros clubs de Hollande, de supporter des équipes qui peuvent battre le Barça, le Real, le Milan, l'Inter, le Bayern, etc., en fait, c'est aussi ça que je veux dans la Super League. C'est que
Si l'Ajax intègre la Super League, même en Gold League, d'accord, même pas en Star League, mais en Gold League, il récupère beaucoup d'argent. Il reste 2-3 saisons en Gold League. Bah, au bout de 4 ans, t'inquiète qu'ils seront en Star League, et en Star League, ils seront pas là pour faire de la figuration. Ils vont arriver, ils vont déglinguer tout le monde. Donc c'est aussi ça, ça relancera des championnats qui sont morts. Imagine un club belge comme Anderlecht, qui finalement réussit à se qualifier en Super League, et arrive à passer 3-4 saisons en Super League. Mais imagine quelle équipe ils vont pouvoir sortir, et comment est-ce que les supporters de Anderlecht vont se sentir quand ils vont pouvoir s'aligner sur on veut recruter Lukaku en face de l'Inter, et finalement ils vont l'avoir, Lukaku. Je sais pas, je dis n'importe quoi, mais c'est exceptionnel pour des petits championnats comme ça, en fait. La Super League, c'est exceptionnel pour ce petit championnat. Donc moi je suis pas pessimiste comme ça, parce que le problème, c'est que tu vois, l'Ajax là, ils ont fait une année extraordinaire, parce qu'ils avaient un groupe avec un entraîneur où tout marchait bien. D'accord, super. Derrière, tu les as pas vus. Même les joueurs sont pas devenus ce qu'ils auraient dû devenir. Les De Jong, les De Ligt, Van de Beek, Hakimi, etc. Pas Hakimi, Ziyech, etc. Bah, je suis désolé, ils sont pas devenus ce qu'ils devaient devenir. Pourtant, tu te dis, mais c'est pas possible. En fait, cette équipe, si tu lui donnes l'argent qu'il faut pour garder tout le monde, en fait, cette équipe, elle peut gagner avec des champions dans 2 saisons. Et ben là, avec la Super League, c'est ça que tu leur offres. C'est cette équipe-là, en fait. L'Ajax, ils n'ont pas besoin de vendre tous leurs joueurs. Ils peuvent les gagner 3 ans et gagner la Ligue des Champions. Gagner la Super League. Donc, moi, je trouve que c'est exceptionnel, en fait. Au contraire du fait que ce soit restrictif pour les petits clubs, au contraire, je trouve que c'est fantastique pour les petits clubs et pour les petits pays, entre guillemets, les petits championnats. Parce qu'ils vont avoir des équipes qui vont pouvoir être compétitives sur le marché des transferts et même en termes de jeu. Donc voilà, moi je suis plutôt optimiste. Je vois peut-être le verre à moitié plein, hein, c'est possible, hein, mais en tous les cas, j'attends de voir avant de voir le verre à moitié vide. Donc voilà. Tac. Oui, mais tu étais aussi hypé par le parcours de Galatasaray et en Super League fini. Mais non, parce que Galatasaray probablement va faire partie d'une des 3 conférences. Galatasaray mérite d'être dans les 3 conférences, la Blue League, la Gold League ou la Star League. Et encore une fois, si Galatasaray reste 2 ans en Blue League, monte ensuite en Gold League, reste 2 ans en Gold League, au bout de 5 ans, ils seront en Star League, pas pour rigoler, ils seront là pour gagner la Star League. Donc voilà. Donc c'est ça aussi. Et vu qu'ils auront les mêmes revenus que les autres, tout d'un coup, tu donnes à Galatasaray les mêmes revenus que l'Inter, que Manchester City, que Paris, etc. Attends, tu peux très bien avoir une équipe de jobards à Galatasaray en 5 ans. Hein. Ça, c'est possible, en fait. Donc, c'est pour ça que je pense que non. Je pense que c'est faisable, en fait, de bien vivre le football dans ce cadre-là. Et peut-être même que en sécurisant les clubs, peut-être que les clubs tenteront un peu plus de choses au niveau du jeu, au niveau des entraîneurs, etc. Et ils arrêteront de regarder le résultat à très court terme, en fait. Tu vois ? Le résultat à très court terme, c'est il faut absolument qu'on se requalifie pour la Ligue des Champions la saison prochaine. Donc, quitte à sacrifier la Ligue des Champions, certains matchs de Ligue des Champions, parce qu'en fait, les matchs de championnat sont plus importants que les matchs de Ligue des Champions. D'accord ? Parce que, en fait, finalement, la manne financière que tu gagnerais en prenant 1 point ou 2 en plus, parce que tu as mis ton équipe type en Ligue des Champions, de temps en temps, en fait, c'est moins rentable que si tu mets tes remplaçants en Ligue des Champions et que en championnat, tu mets ton équipe type, parce que si tu retournes en Ligue des Champions pour les 6 matchs que tu vas jouer en poule, là maintenant ce sera les 8, en fait, tu gagneras plus d'argent qu'en gagnant 2 points en plus. Donc, c'est aussi ça le truc, c'est qu'en donnant de la stabilité au club, tu vas pouvoir leur permettre d'être plus créatifs, plus inventifs, d'être moins tenus par les résultats immédiats footballistiques. Un très gros club qui se plante une fois, d'accord ? Je sais pas, le Real. Le Real, ils font 2-3 investissements où ils passent complètement à travers. Ils font un Hazard, un Eden Hazard, couplé avec un Michael Owen, couplé avec je sais pas, Redondo, par exemple. Alors, pas Redondo, parce que ça a marché. Mais bon, 2-3 coups comme Michael Owen et Eden Hazard, qui sont des catastrophes absolues, hein. C'est des catastrophes industrielles, ces transferts. Mais en fait, tu fais ça 2-3 fois, et tu rates la Ligue des Champions, là, en fait, ce sera absorbé.
absorbé par le fait que tu es en Super League et que de toute façon, bon, sauf si tu termines vraiment 6e de la Gold League, enfin, on va dire 16e de la Gold League, bah, de la Star League, tu descendras pas. Donc, tu peux prendre un petit peu plus de risques dans les investissements, mais aussi dans le style que tu veux donner. On sait très bien que mettre un entraîneur et lui dire bon bah tu as 2 mois pour mettre en place un projet, c'est pas possible. Il lui faut des fois 2 ans à un entraîneur pour refaire complètement un club. Bah là avec la Super League tu peux le faire. C'est pas grave si tu passes à travers sur une saison parce qu'en fait tu peux rester quand même, continuer à gagner de l'argent, remonter la saison suivante parce que ton projet sera mature et ensuite la 3e saison pouvoir gagner la Star League. Donc moi je trouve que c'est plutôt pas mal. Mais bon voilà. Mais je comprends. Mais après, moi, je donne mon avis, c'est tout. Hein. C'est mon avis, ça ne regarde que moi. Mais voilà. Bon, on va passer. On a fait 35 minutes sur la Super League. En même temps, je m'en doutais. Hein, c'était quand même assez spectaculaire. Mais en tous les cas, voilà. J'espère que ça va voir le jour et que ça va bouger, surtout l'UEFA et que l'UEFA. Moi, en fait, ce dont je rêve réellement, c'est que en gros, l'UEFA dise bon bah votre projet il est super bien, mais c'est nous qui allons le gérer, c'est nous qui allons faire le régulateur, créer la compétition, etc. Et vous êtes les investisseurs à 22. Moi en fait, s'ils font ça, mais c'est mortel en fait. Si l'UEFA dit bah nous on est les régulateurs, on va s'organiser, on va continuer à organiser les compétitions, mais on va faire votre format, c'est une super idée. Et vous à 22, bah vous êtes les promoteurs, on va dire, et vous avez l'argent des investisseurs qui veulent bien investir dans ce projet-là. On garde le nom Ligue des Champions, mais on réforme le format et on fait ce genre de choses. Bah, franchement, mortel quoi. Ce serait top. Donc voilà. Bref. Tadic, eh oui. Ah oui, Tadic, Arabie Saoudite aussi. Et oui, et puis la Super League aussi, c'est... Dernière chose sur la Super League, c'est la seule réponse possible à l'Arabie Saoudite et à la Première Ligue. En fait, toutes les autres ligues sont prises entre deux étaux que sont la Première Ligue et l'Arabie Saoudite. En gros, ils font ce qu'ils veulent parce que ils ont on va dire, les robinets sont ouverts et ils n'ont absolument aucune limite. Et tous les autres championnats, Italie, Espagne, Allemagne, France, et puis alors, je parle même pas du Portugal, Hollande, Belgique, Écosse, etc. Tout ça, des championnats qui sont quand même historiques, qui sont importants, la Grèce, la Turquie, etc. En fait, t'es pris. Tu peux absolument, t'es comme dans une espèce de 2e division, mais financière en fait, où tu fais ce que tu peux avec ce que t'as. Et il y a des années où tu passes complètement à travers parce que tu peux pas réussir tout le temps quoi. Donc voilà. Donc moi j'aimerais bien que l'UEFA prenne à bras le corps ça, organise la Super League et que A22 soit le promoteur de cette Super League et que les investisseurs qu'ils ont financent cette Super League. Ce serait vraiment top. Pour faire un peu d'humour en ce jour de Noël, la Super League existe déjà en Suisse. Mort de rire. Ah oui, c'est vrai. Absolument. T'as tout à fait raison. Puis en vrai, la Super League existe déjà en Première Ligue. La Première Ligue, c'est déjà la Super League, en fait, en vrai. C'est juste que, voilà, c'est juste national, quoi. Et là, ce qu'on propose, c'est de faire un championnat international. Donc voilà. Bref, allez, on passe à Manchester United. Je voulais vous dire aussi que j'ai une très jolie veste du Milan de 1989. Voilà, j'ai envie de vous le dire, ça fait plaisir. Je vous montre le dos quand même, un petit peu. Voilà. Et c'est avec Mediolanum comme sponsor. Voilà, j'ai envie de vous la montrer, elle est mortelle. Donc voilà, en Turquie aussi, ouais, c'est la Super League turque. C'est vrai, t'as raison. Bref. Manchester United et Ineos. Donc Ineos va devenir... non, c'est pas mon cadeau de Noël. Ça fait longtemps que je l'ai, mais je la mets rarement. Donc voilà. Manchester United et Ineos. Ineos va intégrer donc va devenir actionnaire de Manchester United, un actionnaire minoritaire, mais dans les faits, Ineos, avec sa science du sport de haut niveau, on va dire, va gérer Manchester United. Donc là, ils ont a priori une stratégie sportive
global et de recrutement, mais aussi de formation, des jeunes, de tout en gros. Hein, ils veulent reprendre complètement le domaine sportif à Manchester United et restructurer absolument tout l'organigramme sportif. Avec ou sans Erik ten Hag, je pense qu'il va sauter, hein, à mon avis. Je pense qu'ils vont arriver avec certaines personnes. Hein, donc voilà, donc c'est vraiment un projet global. Moi, je suis plutôt pareil, je suis plutôt optimiste parce que Ineos a une vraie expertise du sport de haut niveau. Nice a été un petit peu aussi en plus un laboratoire pour eux. Alors il y a eu des hauts et des bas, mais là ces derniers temps on est plutôt dans les hauts de Nice, hein, avec le recrutement de Farioli et puis même le recrutement en général de joueurs qui sont plutôt intéressants. La mayonnaise commence à prendre gentiment. Donc voilà, donc franchement, on veut la vraie Ligue des Champions qui dit je suis pas convaincu par Ineos. Quand tu vois leur projet à Lausanne et à Nice, ils sont meilleurs sur le vélo. Ineos que sur le foot. Oui, alors je suis tout à fait d'accord avec toi, absolument. Ils ont beaucoup plus de réussite dans le vélo que dans le sport. Moi, c'est plus que dans le foot. Moi, c'est plus l'expertise globale du sport de haut niveau et surtout, j'ai bien l'impression que Ratcliffe a pas du tout envie d'avoir les mêmes résultats avec Manchester United qu'il a avec Nice et avec Lausanne. C'est un vrai supporter de Manchester. Il a grandi dans la ville. Il est fan de Manchester depuis qu'il est petit. Je pense sincèrement qu'il va mettre beaucoup plus de moyens et d'envie et de motivation à Manchester qu'il l'a fait à Nice et à Lausanne. Nice et Lausanne, c'était plus des investissements, on va dire, stratégiques, parce que pour représenter Ineos dans le sport de haut niveau, voilà, il se trouve qu'un club en France, c'est pas excessif, ça coûte pas grand-chose. Et puis en plus de ça, Nice, c'est une ville un peu, on va dire, iconique pour les Anglais. Donc, il a fait cet investissement un petit peu en dépit, par dépit plutôt, parce que déjà à l'époque, il voulait acheter Manchester United. Et puis, dès qu'il y a eu une opportunité, il s'est directement positionné. Donc, je pense qu'à Manchester, il va sortir le grand jeu et que ça va être beaucoup plus structuré que ça l'est à Nice ou à Lausanne. Donc, voilà. Bon, après, c'est mon avis, hein, mais on va voir. Donc voilà. Moi je suis plutôt optimiste et j'ai vraiment hâte de voir ce qui va se passer. Après à Manchester est dans un trou intersidéral, hein, au niveau sportif, hein, ils ont encore perdu là, et c'est assez pathétique, hein, le niveau de cette équipe. Toutes les recrues qu'ils ont payé des prix stratosphériques sont nulles, les dernières, hein, si on prend les Anthony, les Højlund, je suis désolé mais c'est vraiment pas terrible. Les gars comme ça, c'est vraiment pathétique, quoi, hein. On peut regarder toute l'équipe. C'est voilà. Bruno Fernandes, c'est devenu le fantôme de Bruno Fernandes. Maguire a repris un petit peu son niveau, mais ça change pas que c'est Maguire, hein. Ça va pas devenir Nesta tout d'un coup. Et puis, tout est un peu tout paravolo. L'histoire de Jadon Sancho, c'est pas terrible. C'est mal géré par Ten Hag. Donc voilà. Donc c'est un peu compliqué. Varane, ils ont pris son frère à United, ouais. Et d'ailleurs, le Real veut le racheter après toutes les blessures que le Real a eues en défense. Là, a priori, ils aimeraient bien le transférer au marché d'hiver pour terminer la saison, parce qu'ils ont plus de défenseurs centraux. Et c'est vrai qu'à Varane au Real, bon. Il connaît la maison, l'adaptation va être assez rapide, je pense qu'il va retrouver son niveau, enfin en tous les cas un bon niveau. Après son niveau je pense pas, mais voilà. Donc voilà. Donc ça peut être, je sais pas, j'ai hâte de voir ce qu'ils vont faire, parce que là il y a quand même énormément de soldes à faire, hein. Il y a des joueurs à vendre, hein. Beaucoup, hein. Ouh là là, il y a très peu de joueurs à garder en vrai à Manchester. Si tu regardes bien, il y a vraiment très très peu de joueurs à garder. Le recrutement du United, c'est flop sur flop à des prix démentiels sur les transferts. Ouais, tout à fait, t'as tout à fait raison. C'est stratosphérique ce que dépense United. Si les dirigeants, les fans de United disent oui, c'est parce que les Glazers mettent pas les moyens. Non, ça n'a rien à voir. C'est juste qu'ils mettent des moyens, mais ils les mettent au mauvais endroit. Il n'y a rien qui est construit, il n'y a pas de ligne directrice dans le jeu. Je crois qu'on consulte même pas le manager général, l'entraîneur avant de faire des recrutements. Donc, bref,
C'est quand le dernier bon transfert qu'ils ont fait à United, je sais pas. Hein. Bah, Bruno Fernandes, c'était pas mal quand il est arrivé. Franchement, les 2 premières saisons, c'était le seul bon joueur qu'ils avaient à un moment. C'était donc, mais là, ces derniers temps, c'est assez, c'est assez pas terrible hein, cette saison, hein, Bruno Fernandes. Mais déjà la semaine dernière, non mais Okutonujo, Højlund, il est gentil, il est jeune, je sais pas ce qu'il fait là. Franchement, le pauvre, j'ai mal au cœur pour lui, mais pour l'instant, il est pas bon. Maintenant, il est pas bon parce qu'il est arrivé dans une équipe de merde et que en plus de ça, il a pas du tout d'expérience du très haut niveau, Højlund. Donc, moi, je lui en veux pas. Je dis pas que c'est un mauvais joueur. Je dis juste que ce qu'il fait à Manchester United depuis le début, c'est naze. Enfin, je veux dire, c'est quelconque en tous les cas. Il est pas meilleur que je sais pas. Ils l'ont payé très cher. Il est absolument pas meilleur que comment il s'appelle cet attaquant français là, qui est nul aussi d'ailleurs. Martial, il est pareil que Rashford et encore Rashford est légèrement au-dessus, mais Rashford c'est pareil. La pépite Rashford. Mais sérieusement, enfin je veux dire le gars il vivote quoi, il vivote sur son niveau. Honnêtement, non, Manchester United, il y a rien, il y a pas un joueur où tu te dis ah ouais vraiment c'est bien ça. Franchement c'est top. Non que dalle, il y a rien. Même Onana est devenu nul. Donc voilà. Imagine les Martial, Anthony, Højlund, Maguire, il y a 400 millions de transferts dépensés pour un rendement, c'est même pas très limité. On veut la vraie Ligue des Champions, c'est carrément nul. Donc bref, enfin. Bref, donc on va voir un petit peu ce que United va faire avec Ineos à la barre. Probablement, on le verra plutôt la saison prochaine. Hein. Là, on est juste avant le mercato d'hiver. Alors oui, il parle de beaucoup de noms de transferts et tout, mais je suis pas sûr qu'il puisse le faire déjà. Et puis surtout, il faut vider ce vestiaire de mort. Il faut absolument assainir ce vestiaire avant de faire des recrutements ciblés, quoi. Donc voilà. Et puis surtout, il faut trouver le bon entraîneur. Enfin bref, l'entraîneur avec lequel tu as envie de travailler, qui a un vrai projet, etc. Il y a énormément de choses à faire avant de penser à un mercato. Donc on verra bien. À côté de ça, Liverpool et Arsenal ont fait match nul. Aston Villa pouvait prendre la première place du championnat. Il a fait match nul aussi. Donc voilà. D'ailleurs, je trouve que Liverpool a déconné dans ce match-là. Ils avaient l'occasion de vraiment gagner ce match. Ils ont eu plusieurs occasions qui pourraient où ils pouvaient vraiment faire le break. Déjà, le premier but est quand même c'est pas terrible. Hein. Konaté, je sais pas ce qu'il faisait. Il cueillait des fleurs pendant que Gabriel est parti marquer son but. Donc ça déjà moi j'adore Konaté, mais là c'est pas normal sur un coup de pied arrêté d'avoir un marquage aussi pourri. Enfin c'est pas possible d'un défenseur central qui fait 2 mètres. Je veux dire tu doutes bien qu'ils vont jouer sur Gabriel ou sur Saliba. Enfin en l'occurrence Saliba est pas là, mais si il était là. Donc voilà, mais tu sais bien qu'ils vont jouer sur les grands. Ils vont pas jouer sur les petits. Donc s'il y a un gars qu'il faut vraiment que tu suives, c'est lui. Et donc je sais pas, fais ce que tu as à faire quoi. Mais bon bref. Ça parle de Lopetegui et Potter pour United. Ouais, moi aussi, pas convaincu par les deux choix. Hein. Je suis pas. Non, il faudrait tu vois, un De Zerbi qui arrive et tu lui donnes tous les pouvoirs et tu recrutes vraiment ce qu'il a besoin. Enfin, en tous les cas, comme profil, pas forcément comme joueur, parce que voilà. Voilà. Je pense que ça, c'est la bonne direction à prendre. Mais j'espère pas parce que Milan aimerait bien le recruter De Zerbi pour la saison prochaine. donc voilà. Liverpool, c'est faible aussi, je trouve. Salah et l'arbre qui clash la forêt. Beaucoup de flops niveau transfert dernièrement. Les Luis Diaz, je sais jamais. Nunez, Gakpo, de jolis flops. Ouais, oui, c'est pas faux. Mais oui, c'est pas faux. C'est vrai qu'à Liverpool, ça passe toujours plus. Mais ils ont quand même des résultats, tu vois, Liverpool, contrairement à Manchester United. Ces 5 dernières saisons, quand même, Liverpool, c'est toujours quasi toujours, excepté la saison dernière, qui était une saison vraiment bizarre, c'est toujours dans le top 4. C'est toujours en Ligue des Champions assez loin. Voilà, c'est pas mal quand même. Moi, j'aime bien Luis Diaz, honnêtement. Jota, on l'a un peu perdu, malheureusement. Nunez, ça dépend. Et des fois, il fait des très bons matchs. Des fois, il est nul, comme jamais. Donc, il me fait penser vraiment à Cavani. Nunez, c'est un Cavani bis. Vraiment. Autant, tu as envie des fois de lui dire, mais c'est le meilleur joueur du monde. Et puis, des fois, de dire, mais c'est pas possible d'être aussi nul, quoi. Donc voilà. Donc, je sais pas. J'ai beaucoup de mal. Nunez et Cavani, c'est un peu les mêmes. Mais j'aime bien les deux, en tous les cas, leur état d'esprit. Donc, ça, c'est déjà bien.
Et voilà. Bah après, c'est clair, Liverpool a des faiblesses, hein, ça c'est clair. Mais je trouve que le milieu de terrain commence à s'articuler gentiment, que la défense, bon, ils n'ont pas eu de stabilité, hein, parce que effectivement, il y a énormément de blessures. De toute façon, c'est une saison avec énormément de blessures, hein, sur les gros clubs, c'est hallucinant. Donc voilà, mais non, enfin, ils sont pas extraordinaires, mais ils ont eu les occasions quand même contre Arsenal, qui est soi-disant la meilleure équipe d'Angleterre. Donc c'est pour ça que je me dis, ouais, c'est dommage pour Liverpool, parce qu'ils ont eu des occasions. À un moment, il y a un 4 contre 1, je crois, un truc dans le genre. Et qu'est-ce qu'ils ont fait pour réussir à rater cette occasion, quoi. Mais bon, bref. Enfin voilà. Quand tu fais un 11 contre Arsenal avec Tsimikas, ouais, oui, Tsimikas, c'est pas terrible. Ça, je suis d'accord avec toi. Ça, je dis pas. Bon, d'ailleurs, il s'est fait une commotion cérébrale en mettant un coup de tête au tibia de Jürgen Klopp, ou un truc dans le genre. C'était assez marrant à voir. Voilà, en tous les cas, pour Manchester United et un petit peu la Première Ligue, on est passé rapidement. Il va y avoir bien sûr le Boxing Day demain, hein, donc le ratez pas, il y a des matchs très intéressants. Et puis tout au long de la semaine, hein, il y a des matchs tous les jours après Noël. Et surtout, il y a un multiplex géant de Serie A le 30 décembre à 18h. Il y a toutes les équipes qui jouent en même temps. Donc ça peut être vraiment sympa. Il y a de très beaux matchs. Donc voilà, la Serie A et la Première Ligue nous régalent pendant cette période des fêtes. Faut en profiter. On parlait d'occasion ratée, celle de Sterling. Oh, celle de Sterling. Oh là 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 là. C'est dramatique. Ouais, c'est clair. Ouais. Et puis Chelsea, ils n'y arrivent pas. Hein. Et pourtant, ce match-là, ils doivent le gagner. Ils doivent absolument le gagner. Enfin, je veux dire, si tu regardes sur le papier, si tu parles d'expected goal, de tout ce que tu veux, ils doivent le gagner. Et ils n'y arrivent pas, en fait. C'est bizarre. Moi, je pensais que ça allait prendre, mais je pense que le gars, il a trop de joueurs. Il a trop de joueurs. Son vestiaire, ça doit être trop galère à gérer. Enfin, je sais pas. Il faut qu'il en envoie, il faut qu'il crée une autre équipe. Il faut qu'il crée une autre équipe à Londres. Je sais pas. Il faut qu'ils aient 2 équipes, les gars de Chelsea, et qu'ils s'inscrivent dans une autre ligue, ou je sais pas. C'est pas. Ou alors ils sont déjà prêts pour la Super League, je sais pas, pour avoir 2 équipes, une en championnat, une en Super League, c'est possible. Bon, bref. On va terminer gentiment. On va pas prendre trop de temps parce que ça fait déjà un petit moment qu'on est ensemble, mais c'est avec un très grand plaisir, hein, que je suis avec vous. Mais on va terminer avec la Serie A un petit peu. Souligner que donc l'Inter a pris énormément d'avance à 44 points à ce moment-là de la saison et à exactement le même nombre de points que le Napoli la saison dernière. Juste pour que vous le sachiez. Donc voilà, on a vanté les qualités du Naples. Et puis d'ailleurs, avant la trêve, on se disait c'est incroyable, ils n'ont jamais perdu. En fait, l'Inter est en train de faire exactement la même chose en Serie A cette année. Donc ça va être quasi impossible, hein, d'aller chercher l'Inter. On veut la vraie Ligue des Champions qui veut parler de Yildiz, qui est le petit attaquant turc le jeune, il est pas petit, il est grand, mais le jeune attaquant turc de la Juve, qui a 18 ans ou 17 ans, je crois. Donc voilà, en Serie A, j'anticipe, mais Allegri est un tueur de coach. Le but d'Yildiz monstrueux, et tu le sors et tu laisses Milik. J'étais en stream, on était sous le choc. Non mais de toute façon, Allegri, il y a rien. Déjà, il fait jouer ce petit jeune parce qu'il peut rien faire d'autre. Enfin bref. Moi, si la Juve le garde une saison de plus ou plusieurs saisons de plus, parce que c'est ça le problème, je ne comprends plus rien à ce club. Honnêtement, je ne comprends plus rien à ce club. Ok, ce club a toujours été un club. On va dire, ça n'a jamais été le club en Italie qui produisait le meilleur jeu. Jamais. Quasi jamais, ou alors vraiment quand ils étaient ultra dominants. Mais là, depuis quelques années, c'est même plus ça. C'est probablement un des clubs où tu t'emmerdes le plus en permanence. Et en grande partie dû aux dirigeants et à l'entraîneur. Donc, il faut vraiment remplacer ce Charlot. Je veux dire, voilà. Et le seul entraîneur qui aurait pu produire du jeu à la Juve, en fait, il s'est retrouvé avec Cristiano Ronaldo, et c'était pas du tout prévu. Et des dirigeants qui en gros lui obligeaient à jouer avec Cristiano Ronaldo, et donc il pouvait pas mettre en place son jeu. Même l'équipe était réticente à se découvrir après 8 années Allegri. Donc voilà, mais bon, bref. Ils vont le garder pour la Super League, mais ils sont quand même dans le top 4, la Juve. Oui, non, mais c'est très bien. Hein. Je dis pas, je te parle de qualité de jeu.
je ne parle pas de résultats, parce que Fino à l'affiné, hein, on les connaît. Hein. Donc voilà. Le Juve Roma de samedi, j'ai peur de m'ennuyer, mais entre Allegri et Mourinho, on va bien se marrer sur les bancs. Ouais, putain. Mais Allegri, en ce moment, il devient. Alors, on l'appelait le fou hein, quand il était joueur. Hein. Mais là, il pète des plombs hein, sur le banc. Là, je l'ai encore vu ce week-end. Il fait n'importe quoi. Il est complètement dégénéré, ce gars-là. Il faut vraiment qu'il arrête le coaching. Hein. Il faut qu'il prenne des petites pilules. Ça va lui faire du bien. Hein. C'est pas bon pour sa santé, c'est sûr et certain. Il faut que ça s'arrête. Faut que ça s'arrête. Autant de Mourinho, tu vois, il a quand même, tu vois qu'il kiffe sur le banc. Moi, Allegri, il se transforme. C'est un Gremlins, le truc. Non, franchement, voilà. Je vous parle des Gremlins parce que bien sûr, c'est Noël et bien sûr, les Gremlins est un film de Noël, si jamais vous en doutiez. donc voilà. Donc oui, mais Milan va pas bien à part ça en Ligue bon alors le Napoli non plus hein, le 2-0 famélique a terminé à 9 contre 11. Donc voilà, De Laurentiis qui sort la sulfateuse avec Garcia, ça m'a bien fait marrer avec dès la présentation, j'aurais dû le virer parce que j'ai compris quand il s'est présenté que c'était pas le bon entraîneur. Ça tu te dis mais t'as fait quoi pendant les entretiens avant en fait? Tu t'écoutais pas je sais pas. Bref. Donc voilà. En tous les cas, Milan va pas bien. Milan va pas bien, pourquoi? Parce que Milan en est à la 30e blessure de musculaire depuis le début de saison. Donc ils ont marqué 31 buts et ils ont 30 blessures musculaires. 30 blessures musculaires en une demi-saison. C'est jamais arrivé. C'est un record absolu. Jamais arrivé. Je pense que le préparateur physique ou je sais pas qui, le médecin, les deux, je sais pas qui c'est Boulet Bill, c'est Tic et Tac, je sais pas, en tous les cas, c'est pas des préparateurs physiques ni des médecins, je sais pas qui c'est, mais c'est, bref, en tous les cas, vraiment nul. Pioli on dirait, n'a plus vraiment la main sur son vestiaire. Ils réagissent, les joueurs, parce qu'il y a une grosse institution derrière et qu'ils ne peuvent pas tout d'un coup baisser les bras. Mais j'ai l'impression, en fait, c'est que de la réaction, c'est-à-dire ils ont un ou deux mauvais résultats, hop, tout d'un coup, ils se remotivent tous et ils refont un bon résultat. Et puis Pioli est à nouveau sauvé, etc. Ça se prolonge un petit peu comme ça. De surcroît, en coulisses, il y a des choses qui se passent. En 2024, en théorie, Cardinal, donc via sa société Redbird Capital, doit rembourser 550 millions d'euros à Elliott. C'est le prêt que Elliott lui a consenti pour racheter le Milan à Elliott. Hein. Donc c'est Elliott qui a financé le rachat de Redbird Capital à Elliott. Alors c'est pas un problème parce que Redbird Capital est une société qui est en très bonne santé financière. Ils peuvent très bien le payer, ça y a pas de souci. Mais est-ce qu'ils en ont vraiment envie? Est-ce qu'ils sont pas en train de s'apercevoir qu'ils ont mis le doigt dans un club où c'est pas Toulouse? Où en fait tu peux pas faire du trading et attendre que ça se passe en fait, c'est pas possible. Donc j'ai l'impression qu'ils se rendent compte que ce type de club c'est pas comme ça que tu les gères et que ils commencent à avoir de plus en plus la pression des tifosi et ils veulent pas terminer comme les Glazers on dirait. Donc ils sont en train de voir si finalement un autre investisseur pourrait pas reprendre le Milan. En l'occurrence, on parle d'un investisseur saoudien qui serait proche du PIF, donc le fonds d'investissement d'Arabie Saoudite, hein, qui est un espèce de gouffre sans fin, hein, plus de 1000 milliards de capitaux. En l'occurrence, donc, alors ce serait pas le PIF directement hein, qui achèterait, mais c'est une société qui est un peu satellite du PIF. Donc c'est quand même une très grosse société. Donc dans un premier temps, il rachèterait le prêt à Elliott de 550 millions d'euros pour finalement, dans la même année ou peut-être un an après, racheter toutes les autres parts à Redbird Capital et devenir actionnaire majoritaire du Milan. Donc là, on en est là sur le truc. Salut Kif Kony, joyeux Noël, ça fait plaisir. Donc voilà, donc c'est assez il se passe beaucoup de choses à Milan. Pioli va, et ça c'est sûr, sauter avant à la fin de la saison au minimum, hein, donc ça c'est sûr. Et après les projets derrière c'est quoi? C'est justement Thiago Motta, t'en parles, on veut la vraie Ligue des Champions en parlant de Bologne, on va en parler un petit peu après bien entendu.
c'est Mota, c'est des Zerbi. Ça, des Zerbi, ce serait l'option numéro 1. Et c'est aussi Antonio Conte. Alors, Antonio Conte, je pense qu'avec Redbird, ça va pas du tout passer parce que Redbird veut pas investir, veut faire que du développement jeune. Antonio Conte, c'est pas du tout son truc, il sait pas le faire. Il l'a jamais fait. Tout ce qu'il veut, lui, c'est des stars confirmées, énormément d'investissements, voilà. Donc voilà. Donc effectivement, c'est tout ce qu'il recherche, et c'est pour ça que Antonio Conte collerait plus avec le nouvel investisseur qu'avec Redbird Capital. Donc voilà. Et si Pioli se rate là, sur les trois prochains matchs, qui sont 3 petits matchs, il y a 2 matchs de championnat et un match de Coppa Italia, que contre des petites équipes, des Sassuolo, des trucs comme ça, s'il se rate, il saute. Je crois qu'il saute, et là, potentiellement, il pourrait y avoir un espèce d'attelage Abate Ibrahimovic, pas en tant que coach vraiment Ibra, mais plus comme on va dire directeur général, et Abate qui en ce moment entraîne la Primavera dans un espèce d'intérim avant de potentiellement essayer de recruter des Zerbi au mois de juin. Ça, ce serait l'option numéro 1. Thiago Motta, option 1 bis. Et enfin, option numéro 2, Antonio Conte, si jamais, effectivement, la dimension du projet change. Hein, parce que si ça reste comme ça, Antonio Conte, il ne viendra pas. Donc voilà un petit peu. Mais il y a beaucoup de mouvements à Milan. Le classement, heureusement que derrière, ça avance pas trop. Il reste quand même 3e. Mais devant, ça avance beaucoup. Et les écarts commencent à être importants avec la Juve et l'Inter. Donc voilà, en Ligue des Champions on est sorti, en Europa League je sais pas ce que ça va donner. En tous les cas, il va y avoir vraiment beaucoup de mouvements dans les 6 prochains mois au Milan, et ça va être intéressant, que ce soit au niveau de l'actionnaire, que ce soit au niveau de l'entraîneur, que ce soit au niveau aussi de la dimension du projet. Hein. Peut-être que Redbird va redimensionner son projet, et pour l'instant Milan surtout ne s'est pas positionné pour ou contre la Super League. A priori, ils sont plutôt pour, mais je pense qu'ils attendent de voir comment ça va se goupiller. Pour l'instant, ils sont en négociation, à mon avis, avant de savoir s'ils disent officiellement qu'ils rentrent dans la Super League ou pas. Donc voilà. Donc en tous les cas, c'est intéressant ce qui va se passer, mais en ce moment, Milan peut vraiment très très mal basculer, et s'il bascule mal là sur les 3 prochains matchs, je pense que ça va être très compliqué de garder une place dans les top 4, et s'ils sont pas dans le top 4, là ça va être complexe. Là, ça va être très très complexe. Je vais faire un petit tour dans les commentaires. On n'était pas en live jeudi, du coup. Un mot sur la masterclass de Bologne qui enchaîne en battant l'Atalanta. Thiago Motta, meilleur coach et de loin en Serie A cette saison. Absolument. Et ce match surtout de Coppa Italia contre l'Inter qui était complètement dingo, avec Zirkzee qui rentre et qui fait n'importe quoi. Il leur fait tout en fait à l'Inter. Donc voilà, prolongation, etc. Non, franchement, c'était top. C'était vraiment top. Ce match de Coppa Italia était fantastique. Donc voilà. Bologne joue très très bien au football. Thiago Motta a l'air d'être une personne vraiment délicieuse. Donc voilà, j'adorerais l'avoir au Milan, mais je pense qu'on est énormément à vouloir Thiago Motta comme coach la saison prochaine, dont la Juve. J'aimerais bien que la Juve recrute un De Zerbi, un Thiago Motta, un Italiano, par exemple. Ce serait quand même cool, quoi. Et je crois qu'Italiano est dans les petits papiers de la Juve pour la saison prochaine. Donc ça, ce serait bien. Italiano, coach de la Fiorentina, si jamais vous vous demandiez, la Fio joue très très bien au football. De Zerbi, le faire revenir en Italie, bon courage. Au club d'ailleurs, on en a parlé avant, mais un De Zerbi à United avec des moyens, ça pourrait faire un sacré coup pour United et lui-même. Oui, c'est vrai, il aime beaucoup la Première Ligue, il le dit, mais l'Italie lui manque, et Milan en particulier, parce qu'il faut pas oublier que c'est un Milaniste. Hein, il a été formé à Milan, à la Primavera du Milan, il a joué un petit peu à Milan, vite fait, après il est parti très rapidement, et il a joué en Serie A, mais c'est quelqu'un qui a grandi sous l'égide de l'AC Milan, donc Milan c'est quelque chose qui pourrait le tenter, et l'Italie, le retour en Italie aussi. En revanche, c'est vrai que oui, un très gros club en Première Ligue, c'est vraiment le truc qu'il aimerait, quoi. Donc voilà. Donc faudra voir les offres, les propositions, le projet. Effectivement, United, s'il lui donne le champ libre, les pleins pouvoirs, ça peut être top. Hein. Donc voilà. Bref, Milan va pas bien, la Serie A va plutôt bien, hein, parce que tous les clubs italiens sont qualifiés en Coupe d'Europe. Il n'y a que 2 pays comme ça, c'est la France et l'Italie, donc c'est plutôt pas mal. Donc voilà, mais non les femmes.
Alors, Octonojo qui dit c'est la nourriture qui lui manque, c'est sûr. Et on veut la vraie Ligue des Champions dit non, les femmes. Oui, ça peut être les deux. Ça, je suis tout à fait d'accord. donc, donc voilà. Bon, écoutez, je vous souhaite... on va s'arrêter là-dessus, hein, parce que ça fait quand même un bon moment qu'on est ensemble. Ça fait 1 heure, mais c'est très bien, c'est très cool. Mais je vous souhaite encore de très très bonnes fêtes de fin d'année. Un joyeux Noël si vous fêtez Noël, ou toute autre fête si vous fêtez toute autre fête. Ça a été un grand plaisir de discuter football avec vous ce soir. J'espère que ça va vous intéresser. On se retrouve lundi prochain. Et oui, c'est le 1er janvier. Mais probablement, on se fera encore une petite soirée. Quoi de mieux, encore une fois, que commencer l'année en parlant de football, tous ensemble. Il y aurait eu le Boxing Day, il y aurait eu la journée de championnat en Serie A, il y aurait eu certainement des nouvelles concernant la Super League, et aussi la Ligue des Champions, hein, parce qu'il était question à un moment donné que l'UEFA refasse son format de Ligue des Champions après l'annonce de la Super League, donc allez savoir. Donc voilà. C'est avec grand plaisir qu'on se verra lundi prochain à 21h, normalement. Si tout se passe bien, ok, mais de toute façon, sur les réseaux, je vous tiens au courant. Voilà, merci encore. Ça a été un plaisir de passer cette année avec vous. Passez une excellente fin d'année. On se revoit, si tout va bien, et je le souhaite fortement, l'année prochaine. Donc voilà, en attendant, n'oubliez pas, ciao les gars, ciao, ciao.